Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne donne pas un cours, puisque les cours, ça y est, c'est fini. J'ai publié tous les cours concernant le programme de la SVT, soit option français ou option arabe. Et si certains élèves veulent voir toutes mes vidéos sur mon canal, la solution est simple. Il faut entrer dans YouTube et dans la barre de recherche, vous allez écrire canal SVT à la portée et vous aurez toutes mes vidéos disponibles, soit en français, comme je vous ai dit, ou en arabe, concernant le programme de la SVT. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais un exercice. Mais je vous rappelle qu'il y a deux types d'exercices que vous aurez à l'examen national. Il y a des exercices qui dépendent sur le raisonnement cognitif, c'est-à-dire la restitution de connaissances. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo-là. Et le deuxième type d'exercice qui dépend évidemment de raisonnement scientifique. Donc, certains élèves, au moment de l'examen national, trouvent des difficultés à cause de 4 facteurs. C'est que ces élèves-là n'ont pas bien compris le cours. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, ces élèves-là n'ont pas bien appris le cours. Donc, il y a une différence entre comprendre et apprendre. La SVT demande de comprendre et d'apprendre, c'est-à-dire تفهم وتحفظ. Troisième facteur, la bonne expression. Beaucoup des élèves, ils savent la réponse, mais ils ne savent pas écrire la réponse. Et le quatrième facteur, la bonne écriture. Donc, si vous allez maîtriser ces 4 facteurs, je suis sûr que vous allez réussir à répondre aux questions de la SVT. Mais pour maîtriser ces 4 facteurs, moi, je vous conseille de faire beaucoup d'exercices sur ce qu'on appelle la restitution des connaissances. Moi, dans cette vidéo, je vous donne un modèle de restitution de connaissances extrait des examens de bac des années précédentes. Donc, on va démarrer. Je teste mes connaissances. Chaque série d'affirmations peut comporter une ou plusieurs réponses exactes. Donc la question la voilà. Il vous demande d'écrire la lettre correspondante à chaque réponse juste, comme on va voir après. Par exemple, la question, la réponse musculaire à une excitation efficace est un potentiel d'action, grand A, un potentiel de repos, grand B, une secousse musculaire, ou bien c'est un cycle musculaire. Donc, vous avez ici 4 réponses et à vous de choisir la bonne ou les bonnes réponses qui correspondantes ou qui répond à cette question-là. Et lorsque vous trouvez la bonne réponse, vous allez l'écrire dans une case vide, pardon. Donc, la réponse musculaire. Qu'est-ce que c'est que d'abord une réponse musculaire? Voilà la réponse musculaire. C'est le graphique en rouge. Voilà le temps de latence musculaire, la contraction, l'amplitude et la décontraction. Et puis on revient au temps de latence musculaire. Et ce qui est en noir graphique, c'est un potentiel d'action. Donc, comme vous voyez ici, le potentiel d'action précède la contraction musculaire. Donc,
La réponse musculaire à une excitation efficace, est-ce que c'est un potentiel d'action? Non, puisque le potentiel d'action précède la contraction musculaire. Donc, il occupe seulement une place ici. Est-ce que c'est un potentiel de repos? Non. Voilà le potentiel de repos pour le potentiel d'action. Et voilà le potentiel de repos pour la contraction musculaire ou bien la secousse musculaire. Est-ce que c'est une secousse musculaire? Oui, la réponse est vraie. Voilà, c'est une secousse musculaire. Donc la secousse musculaire, c'est une réponse musculaire à une excitation efficace. Donc ça, c'est vrai. Est-ce que c'est un cycle musculaire? Oui, puisque on débute par le temps de latence musculaire et on arrive au temps de latence musculaire. Donc, les deux réponses justes, les voilà. Et il y a deux réponses fausses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça y est, sont chutés. Donc, il nous reste quoi? Deux cases qu'on va remplir. C et D. Et voilà la réponse à cette question-là. Il comprend deux réponses. La deuxième question. La fibre musculaire est composée de... Voilà une série de réponses. Donc, qu'est-ce que c'est que la fibre musculaire? Donc, la fibre musculaire est une cellule géante qui contient beaucoup de myofibrilles. Voilà. Chaque myofibrille est constitué d'unités fonctionnelles qu'on appelle sarcomère. Donc, le sarcomère, le voilà, il contient des filaments fins et des filaments épais, des filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine. Donc, on voit ici, on va à partir de cette image-là ou ce schéma-là, on va trouver la réponse. La fibre musculaire, est-ce qu'elle est composée de filaments fins de myosine et d'actine? C'est faux. Les filaments fins de myosine et de filaments épais. C'est faux. Filaments fins d'actine et filaments épais de myosine, ça c'est vrai. Donc deux réponses fausses et une seule réponse vraie. Donc voilà, ces deux-là sont écartés. Il nous reste seulement une réponse qu'on va écrire dans cette case-là, C. Concernant la contraction musculaire, l'arrivée du calcium va permettre la liaison actine-myosine. Ça, c'est faux. Pour qu'il y ait contraction musculaire, il faut qu'il y ait la présence de calcium et de l'ATP. Ça, est-ce que est vrai ou fausse? Au repos, les molécules d'ATP sont fixées sur les têtes de myosine. Oui, c'est vrai. Au repos, de l'actine ne peut interagir avec la myosine. Au repos, l'actine, ne peut interagir avec la myosine. Est-ce que ça c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Au repos, l'actine ne peut pas interagir avec la myosine. Donc, deux questions vraies, deux réponses, vraies, et une réponse fausse. Donc, les voilà B et C. Le dégagement de la chaleur initiale du muscle est issu de l'hydrolyse de la phosphoprotéine, glucose, acide lactique, ATP. Je vous rappelle que le mot hydrolyse, on ne l'utilise pas pour la matière organique, c'est-à-dire on ne dit pas hydrolyse de la phosphoprotéine, ou bien hydrolyse de glucose, ou bien hydrolyse de l'acide lactique, mais on dit oxydation ou dégradation de glucose, oxydation ou dégradation de l'acide lactique, mais on ne dit pas hydrolyse. Donc, hydrolyse, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qui va être hydrolysé? C'est l'ATP. Donc, l'ATP qui est la réponse qui est vraie. Donc, ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est vrai. Donc, voilà. Là, une seule réponse à cette question-là. Grand P.
Par comparaison à la secousse musculaire isolée, la secousse d'un muscle fatigué est caractérisée par donc 3 réponses ici. L'allongement de la période de contraction, la diminution d'amplitude, l'allongement de temps de latence. Donc, on va voir mais maintenant ce graphique, deux graphiques. Voilà un graphique pour la secousse musculaire et voilà un graphique pour un muscle fatigué, c'est-à-dire une réponse musculaire fatiguée. Et ça, c'est une réponse musculaire à une excitation efficace. Donc, la comparaison entre ces deux graphiques va nous permettre de répondre à cette question-là. Donc, par comparaison à la secousse musculaire, voilà. La secousse musculaire fatiguée. Est-ce qu'il est caractérisé par un allongement de la période de contraction? Voilà la période de contraction. Voilà la période de contraction. Est-ce qu'il y a ici un allongement? Ça, c'est vrai. Il y a un allongement. Donc voilà, allongement de la période de la contraction. L'amplitude, diminution d'amplitude. Voilà, il y a une diminution d'amplitude par rapport à la secousse musculaire. Allongement de temps de latence, ça c'est faux. Le temps de latence, elle est stable, qu'on voyait ici. Donc ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est faux. Donc deux réponses justes et une réponse fausse. Donc A et B. La réserve de l'ATP, c'est-à-dire le stock de l'ATP. Cette réserve, est-ce qu'il est utilisé de la part d'un muscle contracté? Est-ce qu'il est reconstitué à partir de l'ATP métabolique? Est-ce que c'est une source d'énergie du muscle au cours de la contraction? Est-ce qu'il est reconstitué juste après son hydrolyse? Ça, c'est faux. La réserve de l'ATP n'est pas utilisée de la part du muscle contracté. Est-ce qu'il est reconstitué à partir de l'ATP métabolique? Non. Puisque la reconstitution ou bien la régénération de l'ATP se fait par deux voies que vous avez vues dans le cours, voie rapide et voie lente. Est-ce que c'est une source d'énergie du muscle au cours de la contraction? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il est reconstitué juste après son hydrolyse, c'est-à-dire l'hydrolyse de l'ATP? Donc, oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est deux réponses qui sont fausses et il nous reste deux réponses justes. La fatigue musculaire qu'on a vue ici est due à l'épuisement de glycolyse, à des modifications liées au manque d'oxygène, à l'accumulation de la fatigue lactique. Concernant la première réponse, ça c'est faux. La glycolyse existe, mais il y a une fatigue musculaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'oxygène avec l'activité mécanique de la personne. L'accumulation de l'acide lactique, ça c'est vrai. L'accumulation de l'acide lactique provoque la fatigue musculaire. Donc, deux réponses justes. La molécule d'ATP est formée par 3 molécules de phosphate et régénérée par la phosphorylation de l'ADP. Restitue son énergie par une réaction hydrolyse en quantité stable dans la cellule. Donc, quelle est la bonne réponse ou bien les bonnes réponses? On va commencer par A. Grand A, il est formé par 3 molécules de phosphate. Oui, c'est vrai. Et régénéré par la phosphorylation de l'ADP. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Donc, une molécule d'ADP avec une autre molécule d'ADP, c'est-à-dire deux molécules d'ADP va se lier pour donner quoi? AMP, anhydrolysine monophosphate, et ATP. Donc ça, c'est vrai. Restitue son énergie par une réaction d'hydrolyse. C'est-à-dire, il récupère l'énergie, la molécule d'ATP. Est-ce qu'il récupère l'énergie par une réaction d'hydrolyse? Ça, c'est faux.
Est-ce qu'il est en quantité stable dans la cellule? Non, parce que au cours de l'activité mécanique quotidienne de la personne, ce stock-là d'ATP va s'affaiblir. Donc ça, c'est faux. Donc, deux réponses qui sont justes, A et B. Restitution toujours des connaissances. Définir ce qui suit. Qu'est-ce que c'est que la fermentation lactique? Voilà. C'est une oxydation partielle, mais pas totale, partielle de la matière organique en milieu anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, avec formation d'un résidu organique et un rendement faible énergétique. Le sarcomère. Voilà un sarcomère. Comme je vous ai dit, le sarcomère, c'est l'unité fonctionnelle de la myofibrie. Et la myofibrie, c'est l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sarcomère? Voilà un sarcomère. On a ici un seul sarcomère. Donc, qu'est-ce que c'est que le sarcomère? Donc, le sarcomère, c'est l'espace en 12 trisettes successives. Donc, on va revenir. Donc, l'espace entre 12 trisettes successives. Voilà la première trizède, la deuxième trizède. Il est constitué de deux bandes claires, bande I, et une bande sombre qu'on appelle bande A, et la zone H. Il est constitué de filaments d'actine fins et de filaments de myosine épais. Donc, secousse musculaire, qu'est-ce que c'est que ce secousse musculaire? Ça, on a répondu, on a vu ça. C'est une réponse musculaire à une excitation efficace. Mitochondries. Vous voyez, voilà les mitochondries. C'est un organisme qui baigne dans le cytoplasme des cellules animales et des cellules végétales. Il est constitué de deux membranes, une externe et une interne, qui laisse des replis à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Ces replis, on appelle des crêtes des mitochondries. Donc la mitochondrie, c'est quoi? C'est un organisme qui baigne dans le cytoplasme des cellules eucaryotes, c'est-à-dire qu'il contient un noyau. Donc les autres cellules sans noyau ne contiennent pas la mitochondrie. Soit animale, soit végétale, est délimitée par deux membranes qu'on a vues, externes et internes. Donnez la réaction globale de la glycolyse. Donc, comme vous savez, la glycolyse, c'est une étape parmi les étapes de la fermentation ou bien de la respiration cellulaire. Et c'est un phénomène qui est commun entre la fermentation et la respiration. La glycolyse débute par une molécule de glucose qui va subir une oxydation. Plus 2 ADP plus P plus 2 NAD+, et donne deux molécules d'acide pyruvique CH3COCOH plus 2 NADH2. Ce sont des réducteurs riches en ATP, en énergie, et plus 2 ATP, donc rendement faible, c'est-à-dire seulement 2 ATP. Voilà un schéma, c'est-à-dire un autre type de question de restitution de connaissances que vous aurez à l'examen. Elle vous donne par exemple ce schéma-là ou un autre schéma. Elle donne une question. Voilà la question. Le document ci-dessous représente la chaîne respiratoire. Nommez chacune des structures désignées par le numéro 1, 2 et 3 et les réactions désignées par les lettres A et B, C. Donc, comme vous voyez ici, cette question comprend en réalité deux questions. D'abord, nommer les structures et nommer les réactions. Les structures qui sont désignées par 1, 2 et 3. Qu'est-ce que c'est que 1? 1 et les réactions A et B, C. Donc, on va répondre.
pour la première question. Nommez les structures 1 et 2 et 3. 1. Membrane interne de la mitochondrie. 2. C'est une ATP synthétase ou bien globule pédonculé. Et 3. C'est un transporteur d'électrons. On a ici 4 transporteurs. 1, 2, 3 et 4. La réaction A. Ça, oxydation des réducteurs. Grand B, la réduction de l'oxygène, c'est-à-dire les électrons qui sont perdus par l'oxydation des réducteurs vont se mettre à un flux, c'est-à-dire ils vont être transportés d'un transporteur vers un autre transporteur jusqu'à l'accepteur final qui est l'oxygène qui va être réduit. Donc la molécule d'oxygène va être réduite, c'est-à-dire elle va prendre 2 électrons plus les protons plus l'oxygène, ils vont former finalement l'eau. La réaction C, c'est la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire comme on a vu dans le cours sur la consommation de la matière organique et le flux d'énergie, il faut bien assimiler ce cours-là. Je l'ai publié dans mon canal. C'est le premier module de la SVT. Donc, il faut revoir cette vidéo-là. Donc, au cours de flux d'électrons, c'est-à-dire le passage ou bien le transport des électrons vers le long de la chaîne respiratoire, il y a quoi? L'espace intermembranaire va s'enrichir avec les protons et la matrice va être s'affaiblir en protons. Donc, ça, après le flux d'électrons, il y a formation de ce qu'on appelle un gradient protonique, c'est-à-dire beaucoup de protons là s'accumulent dans l'espace intermembranaire et la concentration protonique elle est élevée et par phénomène de diffusion, ils vont entrer vers le milieu où ces protons-là sont faibles. Donc, le seul accès pour entrer vers la matrice mitochondriale, c'est ce qu'on appelle le globule pédonculé. Donc, ces protons-là qui sont riches en énergie vont traverser le globule pédonculé ou bien l'ATP synthétase et provoquent une réaction ADP-ATP. Donc, cette énergie-là, oui, était récupérée sous forme d'énergie chimique ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a satisfait vos besoins pédagogiques. Et si vous aimez cette vidéo-là, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, de faire aussi le like et d'activer aussi la cloche. Et à bientôt pour un nouveau vidéo. Au revoir. Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne donne pas un cours, puisque les cours, ça y est, c'est fini. J'ai publié tous les cours concernant le programme de la SVT, soit option français ou option arabe. Et si certains élèves veulent voir tous mes vidéos sur mon canal, la solution est simple. Il faut entrer dans YouTube et dans la barre de recherche, vous allez écrire canal SVT à la portée et vous aurez tous mes vidéos disponibles, soit en français, comme je vous ai dit, ou en arabe, concernant le programme de la SVT. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais un exercice.
Mais je vous rappelle qu'il y a deux types d'exercices que vous aurez à l'examen national. Il y a des exercices qui dépendent sur le raisonnement cognitif, c'est-à-dire la restitution de connaissances. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo-là. Et le deuxième type d'exercice qui dépend évidemment de raisonnement scientifique. Donc, certains élèves, au moment de l'examen national, trouvent des difficultés à cause de 4 facteurs. C'est que ces élèves-là n'ont pas bien compris le cours. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, ces élèves-là n'ont pas bien appris le cours. Donc, il y a une différence entre comprendre et apprendre. La SVT demande de comprendre et d'apprendre, c'est-à-dire تفهم وتحفظ. Troisième facteur, la bonne expression. Beaucoup des élèves, ils savent la réponse, mais ils ne savent pas écrire la réponse. Et le quatrième facteur, la bonne écriture. Donc, si vous allez maîtriser ces 4 facteurs, je suis sûr que vous allez réussir à répondre aux questions de la SVT. Mais pour maîtriser ces 4 facteurs, moi, je vous conseille de faire beaucoup d'exercices sur ce qu'on appelle la restitution des connaissances. Moi, dans cette vidéo, je vous donne un modèle de restitution de connaissances extrait des examens de bac des années précédentes. Donc, on va démarrer. Je teste mes connaissances. Chaque série d'affirmations peut comporter une ou plusieurs réponses exactes. Donc la question la voilà. Il vous demande d'écrire la lettre correspondante à chaque réponse juste, comme on va voir après. Par exemple, la question, la réponse musculaire à une excitation efficace est un potentiel d'action, grand A, un potentiel de repos, grand B, une secousse musculaire, ou bien c'est un cycle musculaire. Donc, vous avez ici 4 réponses et à vous de choisir la bonne ou les bonnes réponses qui correspondent ou qui répondent à cette question-là. Et lorsque vous trouvez la bonne réponse, vous allez l'écrire dans une case vide, pardon. Donc, la réponse musculaire. Qu'est-ce que c'est que d'abord une réponse musculaire? Voilà la réponse musculaire. C'est le graphique en rouge. Voilà le temps de latence musculaire, la contraction, l'amplitude et la décontraction. Et puis on revient au temps de latence musculaire. Et ce qui est en noir graphique, c'est un potentiel d'action. Donc, comme vous voyez ici, le potentiel d'action précède la contraction musculaire. Donc, la réponse musculaire à une excitation efficace, est-ce que c'est un potentiel d'action? Non, puisque le potentiel d'action précède la contraction musculaire. Donc, il occupe seulement une place ici. Est-ce que c'est un potentiel de repos? Non. Voilà le potentiel de repos pour le potentiel d'action et voilà le potentiel de repos pour la contraction musculaire ou bien la secousse musculaire. Est-ce que c'est une secousse musculaire? Oui, la réponse est vraie. Voilà, c'est une secousse musculaire. Donc la secousse musculaire, c'est une réponse musculaire à une excitation efficace. Donc ça, c'est vrai. Est-ce que c'est un cycle musculaire? Oui, puisque on débute par le temps de latence musculaire et on arrive au temps de latence musculaire. Donc, les deux réponses justes, les voilà.
il y a deux réponses fausses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça y est, sont chutés. Donc, il nous reste quoi? Deux cases qu'on va remplir. C et D. Et voilà la réponse à cette question-là. Elle comprend deux réponses. La deuxième question. La fibre musculaire est composée de... Voilà une série de réponses. Donc, qu'est-ce que c'est que la fibre musculaire? Donc, la fibre musculaire est c'est une cellule géante qui contient beaucoup de myofibrilles. Voilà. Chaque myofibrile est constitué d'unités fonctionnelles qu'on appelle sarcomères. Donc, le sarcomère, le voilà, il contient des filaments fins et des filaments épais, des filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine. Donc, on voit ici, on va, à partir de cette image-là, ou ce schéma-là, on va trouver la réponse. La fibre musculaire, est-ce qu'elle est composée de filaments fins de myosine et d'actine? C'est faux. Le filament fin de myosine et de filaments épais. C'est faux. Filament fin d'actine et filament épais de myosine, ça c'est vrai. Donc deux réponses fausses et une seule réponse vraie. Donc voilà, ces deux-là sont écartés. Il nous reste seulement une réponse qu'on va écrire dans cette case-là. C. Concernant la contraction musculaire, l'arrivée de calcium va permettre la liaison actine-myosine. Ça, c'est faux. Pour qu'il y ait contraction musculaire, il faut qu'il y ait la présence de calcium et de l'ATP. Ça, est-ce que est vrai ou faux? Au repos, les molécules d'ATP sont fixées sur les têtes de myosine. Oui, c'est vrai. Au repos, de l'actine ne peut interagir avec la myosine. Au repos, l'actine, ne peut interagir avec la myosine. Est-ce que ça c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Au repos, l'actine ne peut pas interagir avec la myosine. Donc, deux questions vraies, deux réponses, vraies, et une réponse fausse. Donc, les voilà B et C. Le dégagement de la chaleur initiale du muscle est issu de l'hydrolyse de la phosphoprotéine, glucose, acide lactique, ATP. Je vous rappelle que le mot hydrolyse, on ne l'utilise pas pour la matière organique, c'est-à-dire on ne dit pas hydrolyse de la phosphoprotéine, ou bien hydrolyse de glucose, ou bien hydrolyse de l'acide lactique, mais on dit oxydation ou dégradation de glucose, oxydation ou dégradation de l'acide lactique, mais on ne dit pas hydrolyse. Donc, hydrolyse, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qui va être hydrolysé? C'est l'ATP. Donc, l'ATP qui est la réponse qui est vraie. Donc, ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est vrai. Donc, voilà. Là, une seule réponse à cette question-là. Grand P. Par comparaison à la secousse musculaire isolée, la secousse d'un muscle fatigué est caractérisée par, donc trois réponses ici, l'allongement de la période de contraction, la diminution d'amplitude, l'allongement de temps de latence. Donc on va voir, mais est-ce que maintenant, ce graphique, deux graphiques. Voilà un graphique pour la secousse musculaire et voilà un graphique pour un muscle fatigué, c'est-à-dire une réponse musculaire fatiguée. Et ça, c'est une réponse musculaire à une excitation efficace. Donc, la comparaison entre ces deux graphiques va nous permettre de répondre à cette question-là. Donc, par comparaison à la secousse musculaire, voilà. La secousse musculaire fatiguée, est-ce qu'il est caractérisé par un allongement de la période de contraction? Voilà la période de contraction.
Voilà la période de contraction. Est-ce qu'il y a ici un allongement? Ça, c'est vrai. Il y a un allongement. Donc voilà, allongement de la période de la contraction. L'amplitude, diminution d'amplitude. Voilà, il y a une diminution d'amplitude par rapport à la secousse musculaire. Allongement de temps de latence, ça c'est faux. Le temps de latence, il est stable, comme vous voyez ici. Donc ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est faux. Donc deux réponses justes et une réponse fausse. Donc A et B. La réserve de l'ATP, c'est-à-dire le stock de l'ATP. Cette réserve, est-ce qu'il est utilisé de la part d'un muscle contracté? Est-ce qu'il est reconstitué à partir de l'ATP métabolique? Est-ce que c'est une source d'énergie du muscle au cours de la contraction? Est-ce qu'il est reconstitué juste après son hydrolyse? Ça, c'est faux. La réserve de l'ATP n'est pas utilisée de la part du muscle contracté. Est-ce qu'il est reconstitué à partir de l'ATP métabolique? Non. Puisque la reconstitution ou bien la régénération de l'ATP se fait par deux voies que vous avez vues dans le cours, voie rapide et voie lente. Est-ce que c'est une source d'énergie du muscle au cours de la contraction? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il est reconstitué juste après son hydrolyse, c'est-à-dire l'hydrolyse de l'ATP? Donc, donne, oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est deux réponses qui sont fausses et il nous reste deux réponses justes. La fatigue musculaire qu'on a vue ici est due à l'épuisement de glycolyse, à des modifications liées au manque d'oxygène, à l'accumulation de la fatigue lactique. Concernant la première réponse, ça c'est faux. La glycolyse existe, mais il y a une fatigue musculaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'oxygène avec l'activité mécanique de la personne. L'accumulation de l'acide lactique, ça c'est vrai. L'accumulation de l'acide lactique provoque la fatigue musculaire. Donc, deux réponses justes. La molécule d'ATP est formée par trois molécules de phosphate et régénérée par la phosphorylation de l'ADP. Restitue son énergie par une réaction hydrolyse en quantité stable dans la cellule. Donc, quelle est la bonne réponse ou bien les bonnes réponses? On va commencer par A. Grand A, il est formé par trois molécules de phosphate. Oui, c'est vrai. Et régénéré par la phosphorylation de l'ADP. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Donc, une molécule d'ADP avec une autre molécule d'ADP, c'est-à-dire deux molécules d'ADP va se lier pour donner quoi? AMP, anhydrolysine monophosphate, et ATP. Donc ça, c'est vrai. Restitue son énergie par une réaction d'hydrolyse. C'est-à-dire, il récupère l'énergie, la molécule d'ATP. Est-ce qu'il récupère l'énergie par une réaction d'hydrolyse? Ça, c'est faux. Est-ce qu'il est en quantité stable dans la cellule? Non, parce que au cours de l'activité mécanique quotidienne de la personne, ce stock-là d'ATP va s'affaiblir. Donc ça, c'est faux. Donc, deux réponses qui sont justes, A et B. Restitution toujours des connaissances. Définir ce qui suit. Qu'est-ce que c'est que la fermentation lactique? Voilà. C'est une oxydation partielle, mais pas totale, partielle de la matière organique en milieu anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, avec formation d'un résidu organique et un rendement faible énergétique. Le sarcomère. Voilà un sarcomère. Comme je vous ai dit, le sarcomère, c'est l'unité fonctionnelle de la myofibrie.
Et la myofibrine, c'est l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sarcomère? Voilà un sarcomère. On a ici un seul sarcomère. Donc, qu'est-ce que c'est que le sarcomère? Donc, le sarcomère, c'est l'espace en 12 trisettes successives. Donc, on va revenir. Donc, l'espace entre 12 trisettes successives. Voilà. La première strizède, la deuxième strizède, il est constitué de deux bandes claires, bande I, et une bande sombre qu'on appelle bande A, et la zone H. Il est constitué de filaments d'actine fins et de filaments de myosine épais. Donc, secousse musculaire, qu'est-ce que c'est que secousse musculaire? Ça, on a répondu, on a vu ça. C'est une réponse musculaire à une excitation efficace. Mitochondrie. Vous voyez, voilà les mitochondries. C'est un organisme qui baigne dans le cytoplasme des cellules animales et des cellules végétales. Il est constitué de deux membranes, une externe et une interne, qui laisse des replis à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Ces replis, on appelle des crêtes des mitochondries. Donc la mitochondrie, c'est quoi? C'est un organisme qui baigne dans le cytoplasme des cellules eucaryotes, c'est-à-dire qu'il contient un noyau. Donc les autres cellules sans noyau ne contiennent pas la mitochondrie. Soit animale, soit végétale, est délimitée par deux membranes qu'on a vues, externes et internes. Donnez la réaction globale de la glycolyse. Donc, comme vous savez, la glycolyse, c'est une étape parmi les étapes de la fermentation ou bien de la respiration cellulaire. Et c'est un phénomène qui est commun entre la fermentation et la respiration. La glycolyse débute par une molécule de glucose qui va subir une oxydation. Plus 2 ADP plus P plus 2 NAD+, et donne 2 molécules d'acide pyruvique CH3COCOH plus 2 NADH2. Ce sont des réducteurs riches en ATP, en énergie, et plus 2 ATP, donc rendement faible, c'est-à-dire seulement 2 ATP. Voilà un schéma, c'est-à-dire un autre type de question de restitution de connaissances que vous aurez à l'examen. Elle vous donne par exemple ce schéma-là ou un autre schéma. Elle donne une question. Voilà la question. Le document ci-dessous représente la chaîne respiratoire. Nommez chacune des structures désignées par le numéro 1, 2 et 3 et les réactions désignées par les lettres A et B, C. Donc, comme vous voyez ici, cette question comprend en réalité deux questions. D'abord, nommer les structures et nommer les réactions. Les structures qui sont désignées par 1, 2 et 3. Qu'est-ce que c'est que 1? 1 et les réactions A et B, C. Donc, on va répondre pour la première question. Nommer les structures 1 et 2 et 3. 1. Membrane interne de la mitochondrie. 2. C'est une ATP synthétase ou bien globule pédonculé. Et 3. C'est un transporteur d'électrons. On a ici 4 transporteurs. 1, 2, 3 et 4. La réaction A. Ça, oxydation des réducteurs. Grand B. La réduction de l'oxygène, c'est-à-dire les électrons qui sont perdus par l'oxydation des réducteurs vont se mettre à un flux, c'est-à-dire ils vont être transportés d'un transporteur vers un autre transporteur jusqu'à l'accepteur final qui est l'oxygène qui va être réduit
Donc la molécule d'oxygène va être réduite, c'est-à-dire elle va prendre 2 électrons, plus les protons, plus l'oxygène, elles vont former finalement l'eau. La réaction C, c'est la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire, comme on a vu dans le cours, sur la consommation de la matière organique et le flux d'énergie, il faut bien assimiler ce cours-là. Je l'ai publié dans mon canal. C'est le premier module de la SVT. Donc, il faut revoir cette vidéo-là. Donc, au cours de flux d'électrons, c'est-à-dire le passage ou bien le transport des électrons vers le long de la chaîne respiratoire, il y a quoi? L'espace intermembranaire va s'enrichir avec les protons et la matrice va s'affaiblir en protons. Donc, ça, après le flux d'électrons, il y a formation de ce qu'on appelle un gradient protonique, c'est-à-dire beaucoup de protons là s'accumulent dans l'espace intermembranaire et la concentration protonique elle est élevée et par phénomène de diffusion, ils vont entrer vers le milieu où ces protons-là sont faibles. Donc, le seul accès pour entrer vers la matrice mitochondriale, c'est ce qu'on appelle le globule pédonculé. Donc, ces protons-là qui sont riches en énergie vont traverser le globule pédonculé ou bien l'ATP synthétase et provoquent une réaction ADP-ATP. Donc, cette énergie-là, vous voyez, était récupérée sous forme d'énergie chimique ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a satisfait vos besoins pédagogiques. Et si vous aimez cette vidéo-là, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, de faire aussi le like et d'activer aussi la cloche. Et à bientôt pour un nouveau vidéo. Au revoir.